2, 3, 4 pieux enfoncés dans le sol. Par-dessus, un plancher, et la maison thaïlandaise est debout. Mais, attendez, il manque les murs. Ceux-ci seront dressés en bambou. Quelques planches clouées ensemble peuvent aussi faire l'affaire. Ça y est, la maison est bâtie. Ah non, j'ai encore oublié quelque chose. L'échelle. Puisque la maison est bâtie sur pilotis, en hauteur, on se sert d'une échelle pour accéder à la pièce d'habitation. Pourquoi les Thaïlandais posent-ils leur maison sur pilotis? Dans ce pays, durant la saison des pluies, il tombe tellement d'eau que tout est rapidement inondé. On accède à la maison par un petit pont ou en barque. Quand il pleut si fort, Cho saisit sa canne à pêche, s'assied sur le bord du plancher de la maison et essaie de prendre quelques poissons. En voilà justement un qui a déjà mordu à l'hameçon. Le père de Cho, pour gagner l'argent nécessaire à la famille, est conducteur de Samlo. C'est un peu comme chauffeur de taxi chez nous. Mais ce taxi est un tricycle. Les clients s'assoient à l'arrière et se laissent conduire. Les gens aiment bien se laisser véhiculer par un Samlo. Par exemple, pour aller au marché, faire leurs achats. Même les marchandes se font reconduire chez elles avec leur panier vide. Ce moyen de transport est surtout apprécié quand il fait trop chaud pour marcher à pied. Il arrive pourtant que personne ne réclame les services du père de Cho. Alors celui-ci gare son Samlo à l'ombre, s'y installe et attend le prochain client. Le soir, il rapporte à sa femme l'argent gagné. Elle en a besoin pour acheter la nourriture pour toute la famille. La maman de Cho se lève très tôt le matin. Vite, elle roule les nattes sur lesquelles sa famille a passé la nuit. Elle a déjà nettoyé le sol. Maintenant, elle allume du feu dans un foyer, y place une casserole remplie d'eau dans laquelle elle verse du riz. Pendant que sa mère travaille, Cho joue près du ruisseau. L'eau a une odeur désagréable. Mais cela ne le dérange pas. Au ruisseau, Cho rencontre sa cousine et ses 2 cousins qui habitent non loin de chez lui, dans une hutte pareille à la sienne. Cho n'a ni frère ni sœur. Ses cousins sont sa plus proche famille. Les enfants commencent à se savonner les uns les autres, puis se nettoient les dents et se gargarisent avec l'eau du ruisseau. Maintenant, les mamans appellent leurs enfants. Chacun doit rendre un petit service. Cho apporte un seau d'eau du ruisseau. Évidemment, ce n'est pas de l'eau potable. Elle est trop sale pour être bue. Elle doit être bouillie pour ne pas transmettre de maladies. Le cousin de Cho s'appelle Samsak. Il doit couper du bois pour alimenter le feu. Champu, sa sœur, doit nettoyer chez elle le sol de la maison. Le 3e cousin de Cho, Shahalat, qui a le même âge que lui, doit conduire le buffle à l'abreuvoir. Le père de Cho possède lui aussi un buffle. Il possède aussi une rivière et un terrain. Quand arrive la saison des plantations, le buffle doit tirer la charrue dans un sol détrempé. Les buffles ressemblent à des vaches noires qui porteraient des cornes géantes. Celles-ci ne font peur à personne. Elles sont courbées vers le bas. Les buffles sont des animaux très doux. Quand on ne les fait pas travailler, ils aiment se coucher paresseusement dans l'eau. Il est temps pour Cho et ses 3 cousins d'aller à l'école. Une fois leurs travaux quotidiens achevés, ils se préparent à partir. Ils mettent leurs uniformes scolaires et nouent une cravate bleue autour du cou. Tous les écoliers portent le même costume. Ainsi, il est impossible de distinguer celui qui est riche de celui qui est pauvre, puisque personne ne porte de plus beaux habits que les autres. Quand les enfants arrivent à l'école, ils se rangent dans la cour de récréation et s'alignent en rang. Puis ils hissent le drapeau national. Tous les élèves se tiennent bien droit. Ils récitent des maximes par lesquelles ils affirment honorer et promettre fidélité à leur patrie et au chef de l'État. Pour finir, ils chantent l'hymne national thaïlandais. Mais sais-tu où se trouve la Thaïlande ?
En partant de la France en avion, il faut voler en direction de l'Est, donc du soleil levant. Survoler d'abord l'Italie, puis la Grèce et le gigantesque désert de sable de l'Arabie Saoudite. Et soudain, survoler pendant quelques heures une immense étendue d'eau, la mer d'Arabie. Ensuite, on passe au-dessus de l'Inde, puis du golfe du Bengale. Après 14 heures de voyage, quand on aperçoit enfin de nouveau la terre ferme, on sait que l'on est en Thaïlande. Et l'on atterrit à Bangkok, la capitale. En descendant de l'avion, on est surpris par un vent brûlant, comme si l'on entrait dans un four. Mais l'on apprend bien vite que cette température inhabituelle est, en Thaïlande, la température normale. Mais revenons dans la cour de récréation de l'école et regardons comment Cho et ses amis hissent le drapeau. En chœur, ils promettent fidélité au chef de l'État, qui, à l'époque où se situe cette histoire, est le roi Bhumibol, que les Thaïlandais aiment beaucoup, ainsi que la reine Sirikit. Le couple royal fait du bien. Le roi et la reine sont toujours là où l'on a besoin d'eux, là où il se passe quelque chose. Ils assistent aux fêtes et le peuple aime les voir. Dans la cour de l'école, les enfants promettent aussi de rester de bons bouddhistes. Le bouddhisme est leur religion. Et cette religion enseigne qu'ils reviendront sur la terre après leur mort. Si pendant leur vie, ils ont bien agi, ils auront une seconde vie meilleure. S'ils ont eu pendant leur vie une mauvaise conduite, leur seconde existence sera malheureuse. Ils deviendront peut-être un chien ou un chat. C'est pourquoi les bouddhistes s'efforcent, à chaque fois qu'ils commettent une mauvaise action, d'accomplir tout de suite une bonne action pour détruire l'effet de la mauvaise. On peut comparer cette croyance à une balance. Dans l'un des plateaux seraient déposées les mauvaises actions, dans l'autre, les bonnes. Il s'agit de garder l'équilibre. Les bonnes actions sont par exemple brûler des bâtonnets d'encens ou donner à un mendiant quelque chose à manger. Les bouddhistes espèrent qu'ainsi le mal ne pèsera pas trop sur le plateau de la balance et que celle-ci restera en équilibre. Les Thaïlandais croient aussi que des mauvais esprits les entourent et ils les craignent. Ils font tout leur possible pour les apaiser. Devant chaque maison se trouve un petit autel dédié aux esprits. Il a la forme d'un temple ou d'un petit palais. Et il y a un petit emplacement devant l'autel pour y poser des fleurs et de la nourriture. Devant la maison de Cho, il y a aussi un autel. Et ses parents n'oublient jamais de poser sur le petit parvis quelque chose de bon pour que l'esprit ne leur envoie ni malheur ni maladie. De temps en temps, Cho accompagne ses parents au temple. Il y a beaucoup de temples semblables. Le plus souvent, ils sont grands et splendides. Dans le temple trône un Bouddha en or. C'est une idole de pierre recouverte d'or. Cho et ses parents s'agenouillent devant la statue du Bouddha. Le père de Cho allume le parfum et le pose dans un récipient. Il arrive que ses parents offrent au Bouddha un peu d'or qu'il colle sur la statue. Partout dans le temple, Cho voit circuler des hommes enveloppés dans des robes jaunes. Ils ont le crâne tondu. Ce sont des moines bouddhistes. Cho en a déjà vu dans les rues, munis d'une écuelle pour mendier leur nourriture. En revenant du temple, la famille de Cho se demande « Avons-nous assez fait pour Bouddha ? Oh, si seulement nous pouvions le savoir !» Ainsi, les gens vivent dans la crainte de ne jamais avoir assez fait pour Bouddha. Sur le chemin du retour, ils passent devant un hôtel. À cet endroit, un homme a été tué dans un accident de voiture. Sa famille, convaincue qu'un esprit a causé cet accident, a fait dresser à cet endroit un autel pour permettre à l'esprit d'y habiter, dans l'espoir que l'esprit sera apaisé pour longtemps. La maman de Cho désire elle aussi faire de bonnes actions pour contenter les esprits. De bon matin, quand les moines passent dans les rues avec leurs écuelles,
Comme beaucoup de femmes, elle leur porte du riz, de la viande et des fruits. La mère de Cho leur offre souvent des bananes. La conscience soulagée, elle se dit « Voilà de nouveau une bonne action ». Les parents de Cho, qui possèdent une rivière, un champ, un buffle, une maison et un tricycle, pourraient être très satisfaits. Mais ils sont en fait très tourmentés. Quand Cho a grandi, ses parents ont remarqué sur son corps une petite tache blanche. Lorsqu'on pique dans cette tache avec une aiguille, Cho ne sent pas la piqûre. Cette insensibilité est le signe que Cho est atteint d'une très grave maladie qu'on appelle la lèpre. Si personne ne le soigne, cette tache grandira de plus en plus. Ses doigts et ses orteils deviendront insensibles, difformes. Alors Cho ne pourra plus ni marcher, ni travailler. Comme les parents de Cho habitent un endroit isolé dans le pays, ils ne savent pas que des missionnaires ont construit un hôpital au centre de la Thaïlande. Dans cet hôpital, on soigne des lépreux. Ceux qui ont les membres déformés sont opérés. Ils peuvent ainsi de nouveau se servir de leurs mains et de leurs pieds. Ceux qui ne sont pas encore très atteints sont traités avec des médicaments et beaucoup guérissent. Qui sont ces missionnaires? Ce sont des hommes et des femmes venus en Thaïlande pour dire aux habitants qu'il existe un Dieu qui peut les libérer de leurs angoisses. Comme les parents de Cho ne savent pas le soigner, la tache blanche s'étend de plus en plus et ses doigts commencent à se courber. Survient alors un événement tragique. Les parents de Cho meurent brutalement, l'un après l'autre, des suites d'une maladie contagieuse. Cho reste seul. Heureusement, sa tante et son oncle habitent tout près dans le voisinage. Et Cho possède la maison et les biens de ses parents. Mais bien vite, Cho se rend compte que son oncle et sa tante ne se soucient pas de lui. Ils lui disent même que s'il est malade, c'est de sa faute. Ces dernières années, il a été un méchant garçon. La maladie dont il souffre est donc la punition de sa mauvaise conduite. C'est pourquoi ils n'ont aucune pitié pour Cho. Au contraire. Son oncle et sa tante viennent le voir pour lui dire « Si tu veux que nous nous occupions de toi, tu dois quitter ta maison, tu dois aller vivre à l'écart du village. » À la sortie, ils ont fabriqué pour Cho une petite hutte, un peu plus grande qu'une niche à chien. Le garçon n'a pas le choix. Il lui faut habiter dans cet abri. Sinon sa tante ne lui apportera plus rien à manger. L'oncle et la tante emménagent, eux, dans la belle maison que Cho a dû quitter. Et ils s'y installent confortablement. Cho reçoit en échange les restes des repas, s'il reste quelque chose. Cho essaie de se débrouiller par lui-même. Il cherche du travail. Mais partout où il se présente, on le renvoie dès qu'on remarque qu'il est lépreux. Chaque jour, il constate qu'il est rejeté de tous, exclu de la société. De jour en jour, il devient plus maigre et plus faible. Il n'ose plus quitter sa hutte. Ses plaies suppurent. Toute la journée, il reste là, sans bouger et sans courage. Un jour, son oncle vient le trouver, tenant un papier à la main, et dit « Tu vois bien que tu ne peux plus cultiver ton champ. Signe ce papier qui dit que tu me le cèdes, ainsi que tout ce qui a appartenu à tes parents, puisque nous nous dévouons pour toi. » Cho ne s'intéresse plus à rien. Tout lui est égal. De ses doigts déformés, il signe avec difficulté. Maintenant, il ne possède plus rien sur cette terre. Mieux vaut mourir tout de suite. Mais il n'en arrivera pas là. L'instituteur du village a pitié de lui. Il veut accomplir une bonne action, va voir Cho et lui dit « Viens Cho, monte derrière moi sur ma moto, je t'emmène chez les missionnaires à l'hôpital et ils t'aideront. »
Cho doit faire de gros efforts pour s'installer sur la selle de la moto. Par des chemins chaotiques, ils traversent ensemble le pays. Pour Cho, qui est malade, c'est un pénible trajet. Ils arrivent enfin à l'hôpital. Cho est installé dans un lit bien propre et un délicieux repas lui est servi. Puis il s'endort. Quand il se réveille, il se sent déjà un peu mieux. Maintenant peut commencer le traitement. Ses plaies sont nettoyées. Cho reçoit des médicaments. Déjà, il se sent si bien qu'il voudrait se lever. Mais en réalité, il est très malade. Il aura besoin de soins durant de longs mois. Quand la missionnaire bande les plaies de Cho, elle lui raconte chaque fois une histoire de la Bible. Cho les écoute avec une grande attention, surtout celle qui raconte que Jésus guérit les malades. Cho pense qu'il pourrait aimer Jésus si celui-ci était encore sur terre. Après de longues réflexions, il dit à la missionnaire : « Si Jésus vivait encore aujourd'hui, moi, je le suivrais. Et je serai son disciple. Mais maintenant, c'est trop tard puisqu'il est mort. » Cho est profondément étonné quand la missionnaire lui fait remarquer : « Ce n'est pas exact, Cho. Jésus vit encore aujourd'hui. Il est près de son Père, dans le royaume des cieux. Mais, puisqu'il est Dieu, il est partout. Et il est aussi près de nous. Aujourd'hui encore, nous pouvons être son disciple. » Cho est enthousiaste en entendant cette nouvelle. Tout à coup, Cho remarque une expression de gravité sur le visage de la missionnaire. Elle dit : « Cho, réfléchis sérieusement. Tu es bouddhiste. Tes proches et ta famille n'apprécieraient pas que tu abandonnes ta foi. En devenant chrétien, tu ne pourras plus servir les esprits, ni t'incliner devant le Bouddha dans le temple. Et si un malheur devait arriver, tu devrais supporter que ta famille t'en rende responsable. Ils diront : les esprits se sont vengés parce que tu ne veux plus les adorer. Ils te mépriseront et te chasseront. » Cho n'avait pas pensé à cela. Qu'en diront son oncle et sa tante, sa cousine et ses cousins ? Devenu chrétien, il ne pourra plus retourner chez eux, même quand il sera complètement guéri. Mais plus il y réfléchit, plus il a la certitude qu'il veut devenir chrétien. Il sait que Jésus est plus fort que tous les esprits et qu'il n'aura plus jamais à les redouter. Plus besoin de revenir une deuxième fois sur la terre après sa mort. Il pourra aller au ciel près de Jésus. Cette explication avec la balance lui plaît énormément. Le mal qu'il a fait et qui est déposé sur l'un des plateaux, il va demander à Jésus de le lui pardonner. Et sur l'autre plateau de la balance, Jésus y mettra son pardon, qui efface tous les péchés, et la vie nouvelle qui rend capable de faire le bien. Tout à coup, Cho dit à la missionnaire : « J'ai réfléchi, je veux être disciple du Christ. J'ai compris qu'il m'aime, qu'il enlève mes mauvaises actions du plateau de la balance. Il veut être près de moi, m'aider à faire ce qui est bien et me protéger. Que pourrais-je désirer encore ? » Rempli de joie, la missionnaire lui dit : « Alors, dis-le lui toi-même, sans tarder. » Cho s'adresse à Jésus. Il le remercie pour le pardon de ses fautes et lui dit : « À partir de maintenant, je veux être ton disciple. » Quand Cho comprend qu'il appartient maintenant à Jésus, il sent une grande joie envahir son cœur. Jamais dans sa vie, il ne s'est senti aussi heureux. Cho se souvient qu'il possède toujours une maison, des champs et un buffle, les biens dont son oncle l'a dépossédé. Il raconte à la missionnaire toute cette histoire. Mais finalement, Cho décide : « Je ne veux pas chercher querelle à mon oncle. Il peut tout garder. Dès que ma santé me permettra de marcher, j'irai dans une école pour apprendre les vérités de la Bible. Après,
Je deviendrai missionnaire et j'irai vers mon peuple, les Thaïlandais, pour leur parler de Jésus. Ainsi Cho est-il devenu un homme heureux. Sa vie a un sens. Malgré les marques laissées par la lèpre, il rayonne de joie. Cho habite aujourd'hui avec sa femme et son fils adoptif à Manorom. Il travaille à l'imprimerie de l'hôpital. Il est responsable d'une petite communauté chrétienne. Cette mission réalise tous ses vœux, utiliser son énergie pour faire connaître Jésus aux Thaïlandais.